Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 2 mai 2018, voici la une du journal. Jour de couronnement pour les sénateurs, ils recevaient leurs attributs ce mercredi au Palais des Congrès de Yaoundé au terme du processus de validation de leur mandat. Cérémonie à vivre dans un instant. Jour de fusion effective des personnels de la Camwater et de la défunte camerounaise des eaux ce mercredi à Douala. Nous irons vivre l'ambiance de cet afflux des effectifs nouveaux avec nos correspondants permanents. Des jours meilleurs en perspective pour la chefferie traditionnelle au Cameroun. Le gouvernement travaille à la revalorisation du rôle de ces gardiens de la tradition. État des lieux et projections, ce sera le dossier du journal. Voilà pour les titres. Ils sont désormais pleinement sénateurs. Les 100 membres de la Chambre haute du Parlement arborent maintenant fièrement leurs attributs reçus ce mercredi au Palais des Congrès. Une écharpe, une cocarde et un insigne, confirmation de la validité de leur mandat consacré un peu plus tôt dans la matinée. Le film de cet épilogue, Richard Talatodem. Les 4 commissions mises sur pied pour vérifier les incompatibilités de la fonction de sénateur avec d'autres fonctions ont rendu leur copie au cours d'une séance plénière présidée par le doyen d'âge Chief Victor Moukete. Les incompatibilités de 16 sénateurs ont été vérifiées et réglées. Le Palais des Congrès s'est donc transformé en un lieu de fête. Dans la salle, des membres du gouvernement, le corps diplomatique, des chefs traditionnels et de nombreux amis et connaissances des heureux du jour. Les sénateurs prennent place avec devant eux une boîte contenant une écharpe tricolore, une cocarde tricolore et un insigne. Et quand le doyen d'âge, Chief Victor Moukete, félicite et remercie les commissions pour la sérénité pendant leurs travaux, on est tout oui pour la suite. Chief Moukete demande alors aux sénateurs de porter leurs attributs. Les anciens sont à l'aise, les nouveaux, très émotionnés, ont besoin d'assistance. Au finish, tous arborent leurs attributs de sénateurs dans la joie et ils sont conscients de leur signification. Dès aujourd'hui, on a maintenant l'autorité du législateur. On doit se comporter à une manière comme vraiment les gens qui peuvent montrer la vie exemplaire. Le tout s'achève ainsi. Ils peuvent désormais exercer comme sénateurs et pour une fois, l'habit devrait faire le moine. La joie et l'émotion visibles donc sur les visages cet après-midi au Palais des Congrès. Une fierté légitime après le processus de validation et ce depuis le scrutin jusqu'au couronnement de ce jour. Notre reporter Eugène B a recueilli quelques réactions de sénateurs nouveaux et anciens. Écoutez plutôt. Ils ont tous le cœur net et arborent fièrement leurs attributs. Les sénateurs de cette deuxième législature peuvent désormais exercer en toute sérénité leur mandat après le passage par le moule de la commission de vérification des incompatibilités. Leur joie est donc toute légitime. Je suis très fier d'arborer cette écharpe qui est un symbole fort par rapport à ma camerounité, par rapport à ma responsabilité vis-à-vis de mon pays, qui est le Cameroun, et qui n'est pas interchangeable. Mon émotion est très grande. Je remercie infiniment le président de la République qui m'a renouvelé sa confiance. Je remercie mes électeurs de la Sanaka-Maritime et de tout le littoral qui ont permis à ce que notre liste, la liste du RDPC que je conduisais dans le littoral, gagne à 100%. C'est toujours une très grande émotion. C'est une cérémonie dont la solennité n'a d'égal que l'importance. Après le port des attributs, place maintenant à l'action. Chaque sénateur a une claire idée du travail qui l'attend. Aujourd'hui, nous avons la chance de revenir à la deuxième mandature. Nous n'avons plus le droit d'échouer parce que nous devons accompagner le chef de l'État vers l'émergence. Ce que nous n'avons pas pu achever comme travail lors de la première législature, j'espère que cette fois-ci, on va l'achever. Nous allons donc continuer à dire aux uns et aux autres que la paix doit régner au Cameroun à tous les prix. Les chantiers de la nouvelle législature sont immenses.
Mais l'action concertée de ces parlementaires et leur quête de l'intérêt général peuvent produire les résultats escomptés. Ce mercredi était également une journée spéciale à la Camwater à Douala. La société vivait le tout premier jour de travail après la fin du contrat d'affermage de la Camerounaise des eaux. Premier défi de cette grande mutation, la gestion des ressources humaines, des personnels passés de 240 à 1700. L'ambiance ce matin à la Camwater, c'est un reportage de Léon Bertrand Tanefo à Douala. Les mouvements des véhicules dans le parking de la Camwater ce mercredi renseignaient déjà depuis l'extérieur sur les changements en cours dans l'entreprise. À l'intérieur, les employés déjà stabilisés effectuaient leurs premières tâches de la journée. Dans les couloirs, le transport des cartons pour une nouvelle installation préoccupe. Pour les anciens, pas grand-chose n'a changé. Ce matin, j'ai rencontré mes deux collègues. Nous étions des secrétaires. Nous nous sommes correctement embrassés en bas. Et elles m'ont dit, ton bureau c'est où? J'ai dit, quelque part. Et puis on a commencé à rire aux éclats parce que nous partons toutes bientôt. Ambiance de convivialité et de travail, également consignée dans le rapport du chef-service du personnel. J'espère la sérénité parce que ce qui est visible aujourd'hui, c'est un travail qu'on a amorcé depuis quelques mois, qui se traduit par l'installation et puis la mise en place des nouveaux agents. Les anciens employés CDE prennent eux aussi le pouls de leur nouvelle structure d'accueil. Chacun a été installé dans un bureau. Et ce matin, nous avons assisté à la première réunion de coordination avec le directeur général. Donc, le travail a véritablement démarré. Déjà au travail, pour la continuité du service public de l'eau potable au Cameroun, les employés de la Camwater entendent bien relever le défi de la fourniture d'une eau de qualité et de manière continue. C'est la consternation ce mercredi dans la petite bourgade d'Aouaï, dans le département de la Mefoué à Famba. La saisie d'un important stock d'armes par la brigade de gendarmerie de la localité laisse les populations sans voix. Près de 8500 munitions et d'autres objets suspects retrouvés dans le domicile d'un gang de malfaiteurs. Récit de l'opération Samuel Maliki de CRTV Centre. Ils sont 5 présumés malfaiteurs à avoir été interpellés par les éléments de la brigade de gendarmerie d'Hawaï, appuyés par leurs camarades de l'armée de terre. J'ai saisi mes archives, mais on m'a dit que les gens c'est là coupent le plan tous les jours et nuit. Tous les jours et nuit. Bon, Dieu les a appuyés. Notre conteneur a été attaqué sur la plateforme par des personnes inconnues. Voilà comment naît la mission et voir le succès que vous avez constaté. Le conteneur retrouvé dans un domicile privé contient, excusez du peu, 8430 munitions, des coupe-coupes, des lances, un groupe électrogène, 2 chaînes de grande portée, plusieurs bidons d'huile, bicyclettes, cartons de savon et des couches jetables. En attendant les enquêtes, ces malfrats ont été mis aux arrêts et transférés dans la prison principale de Fou, dans la Mefoué à Famba, où ils attendent répondre de leurs actes. Ouvrant le dossier du 20h30 qui vole au secours de la chefferie traditionnelle en perte de vitesse, notamment dans les régions centre, sud et est. Pourtant, concluant le conseil de cabinet du mois d'avril, le Premier ministre chef du gouvernement a bien prescrit, entre autres, la revalorisation des chefferies traditionnelles et leur intégration dans les processus de développement. Et c'était à juste titre. Si l'autorité traditionnelle garde toute sa légitimité dans le septentrion, dans les Grassfields et à la côte, ailleurs, la chefferie est dévoyée, dépouillée de son aura. Comment redorer le blason des chefs? Voici le regard croisé des experts et des concernés dans cette enquête de Oswald Modon. Son image au fil des ans a été écornée, pas qu'un peu. Le chef traditionnel dans le centre sud et est a perdu de sa superbe, conséquence logique d'un héritage mal maîtrisé et d'un comportement qui ne l'honore pas toujours. Cette chefferie-là est une introduction coloniale. C'est quelque chose qui n'avait pas pignon sur rue. À la base, on fonctionnait ici avec un pouvoir de type diffus. Et il faut ajouter à cela la modernité. Le chef doit avoir un peu de moyens, éviter de se faire entraîner dans les débits de boissons n'importe comment,
et chercher à être un homme légaliste. Les dépositaires du pouvoir ancestral se recrutent désormais dans les hautes sphères de l'administration, de quoi fragiliser davantage une légitimité souvent querellée. Aujourd'hui, nous demandons simplement qu'il y ait une mobilisation, donc que les gens se regroupent derrière leur chef. Il faut agir pour changer la donne. La préservation de la culture et de nos traditions passe par là. Le chef doit aussi redevenir cet auxiliaire de l'administration dans les faits et voire plus. Il y a certains dossiers que l'administration doit laisser gérer l'autorité traditionnelle. Une des possibilités pourrait être aujourd'hui d'avoir des collectivités territoriales à régime spécial qui ne sont pas, où on a peut-être les chefferies de premier ou de deuxième degré qui sont érigées en réalité en collectivité à la faveur de la décentralisation. La thérapie est donc connue. Reste plus qu'à l'administrer à ce patient qui en a plus que jamais besoin pour redorer un blason depuis longtemps terni. Le gouvernement travaille donc à redonner ces lettres de noblesse à la chefferie traditionnelle. Des salaires ont été institués pour les chefs du premier, deuxième et troisième degré, des gardiens du temple qui ont également leur place désormais dans la gestion des collectivités territoriales décentralisées. Des réformes accueillies favorablement dans la région du Sud. Confirmation dans ce reportage de Charles Abessolo. Au bar. Dans le sud, les chefs traditionnels sont sur les pas des grands leaders coutumiers, des hommes dont le charisme et la clairvoyance ont permis de développer leur communauté. Leurs successeurs essayent de faire autant, le cas de cette chefferie de Ngonbok, à 35 km de Bolova. La génération d'aujourd'hui n'a pas eu l'avantage, la possibilité d'avoir les mêmes chefs. Pour une première raison, ils n'ont pas été bien choisis. Parce qu'à un moment, l'administration est venue nous imposer ses chefs. Un vrai chef est celui qui est l'émanation de son peuple. Restaurer le pouvoir ancestral et mettre les populations au centre des préoccupations, les défis de la chefferie traditionnelle dans le Sud à l'ère de la décentralisation. En réalité, le chef a un rôle prioritaire à jouer. Parce que c'est le chef qui connaît son peuple, qui connaît ses populations, qui connaît ses problèmes, qui peut les identifier facilement et les poser sur la table pour qu'on en débatte. Le travail abattu commence à porter des fruits. Dans plusieurs villages du Sud, les chefs traditionnels ont pris conscience du rôle qui est le leur dans l'encadrement des populations. La nouvelle réforme des chefferies traditionnelles fait des gardiens de la tradition des acteurs clés du développement local. À eux de se donner les moyens d'être à la hauteur des attentes. La région de l'extrême nord, ce serait le paradis de ces acteurs sociaux. Les chefs ou l'amido jouent là-bas un rôle moteur dans les processus de développement local et dans le maintien de la paix sociale. Illustration à la chefferie supérieure Moufou de Mokon, c'est dans le Mayo de Sanaga où nous retrouvons notre reporter Job Nganadako. Dans ses attributs de gardien de la tradition, il est l'œil et l'oreille de l'État auprès de sa communauté. Mon rôle, c'est de jouer en tant que père du canton la stabilité et le développement de ce canton. Ici, à la chefferie supérieure Moufou de Mokon, de nombreuses actions sont menées au quotidien au profit de cette communauté, aussi bien pour impulser le développement local que pour la préservation de la paix sociale. Quand ma hiérarchie envoie ou demande quelque chose, quitte à moi de réunir aussi mes chefs de troisième degré et leur prodiguer des conseils par rapport à ce que la hiérarchie demande. Pour ces chefs traditionnels, le décret du président de la République, signé le 13 septembre 2013, leur attribuant une allocation mensuelle, est un motif d'encouragement. La reconnaissance des valeurs traditionnelles, matérialisée par la prise en compte des chefferies dans les compétences transférées aux communes, vient confirmer que le processus de décentralisation est en marche. Parlons encore décentralisation avec l'ouverture ce mercredi à l'IRIC à Yaoundé d'un séminaire international de 2 jours sur la coopération décentralisée en phase avec la vision de l'émergence du Cameroun en 2035. Le séminaire s'adresse aux magistrats municipaux. Il est organisé en collaboration avec l'Italie et le FEICOM. Le compte rendu de cette première journée, Alvin Giselze.
Le processus de décentralisation est en marche au Cameroun. Le développement local ne peut plus se faire en autarcie. Cette plateforme croisée entre les acteurs du Sud et ceux du Nord vise à rendre plus porteuse l'action des collectivités territoriales décentralisées camerounaises. Nous sommes venus aujourd'hui pour voir ce que l'Italie également peut nous apporter à travers la ville de Padoue. Au niveau du département du Var, nous avons pu créer un syndicat de 9 communes pour nous permettre d'être plus forts. L'adjoint au maire en charge de la coopération décentralisée, Francesca Benciolini, dans sa leçon inaugurale, passe en revue leur modèle. Pour le maître d'œuvre du gouvernement en matière de décentralisation, ce séminaire international est une plus-value pour les élus locaux. Les questions de diplomatie relèvent de l'État. Il est donc bon que les uns et les autres sachent quelle est leur place. Le chemin est ainsi balisé pour les magistrats municipaux et étudiants, à chaque partie de la chaîne, de jouer sa partition. Annonçons la fin de la mission d'écoute sur le terrain du président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Peter Mafani Musonga, était donc dans la région du Sud-Ouest en compagnie de tous les membres de la Commission et du secrétaire général. La mission entamée mardi 24 auprès des populations de Boya notamment va s'étendre ensuite sur l'ensemble du territoire national. L'objectif principal est de collecter toutes les informations susceptibles d'aider la Commission à établir un état des lieux et un plan stratégique sur la pratique du bilinguisme, du multiculturalisme et du vivre ensemble au Cameroun. La grande enquête du journal, nous restons dans le sillage de la fête internationale du travail et focus ce soir sur l'assurance volontaire, celle-là même destinée aux travailleurs du secteur informel. Conformément aux instructions du Premier ministre, chef du gouvernement, données en 2014, le dossier avance et les réformes à ce jour annoncent à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, près de 207 000 inscrits. Une suite favorable a été réservée à près de 165 000 de ces dossiers. Nous faisons le point de cette opération dans cette grande enquête que signe Irène Njanafouda. L'assurance volontaire est venue au monde du travail relevant du secteur informel par un décret du Premier ministre en date du 13 août 2014 pour conférer le statut d'assuré social à ceux qui mènent des activités génératrices de revenus ou qui vivent de la débrouillardise. Le dossier piloté par la Caisse nationale de prévoyance sociale s'étoffe au fil des jours. Nous avons enregistré 207 000. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont eu leur contrat validé, ils sont de 164 872 assurés sur l'étendue du territoire. Les professions libérales ainsi que tous les travailleurs du secteur informel sont les bienvenus à condition de respecter les modalités pratiques. Il produit juste la photocopie de sa carte nationale d'identité et il remplit la demande sur imprimé CNPS conçu à cet effet. Chaque assuré volontaire choisit sa périodicité. Le montant va de 3 046 francs, c'est-à-dire l'équivalent du SMIC au Cameroun, 36 270 francs. Le montant de celui qui a choisi le plafond, 750 000, est de 63 000 francs par mois. Le secteur informel fait l'objet de tant de convoitises, mais il faut tenir compte des contraintes émanant de ces hommes et femmes à qui on tend la perche. Celui-là va vous dire que moi je ne suis pas capable de payer 3 000. Par contre, si vous venez, je peux payer 200 francs par jour. La tâche reste ardue. Il faut baliser le chemin pour lever les pesanteurs. Il y en a qui suggèrent même la transformation de l'assurance volontaire, du paiement de l'assurance volontaire en taxes. Ils aimeraient que ce soit converti sous forme de taxes aux impôts quand ils payent leur impôt libératoire qu'on prélève déjà. L'assurance volontaire apparaît donc comme une épargne forcée pour assurer le bonheur des vieux jours. Et demain, la journée mondiale de la liberté de la presse, le thème retenu cette année, médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. Pour marquer l'événement, l'Union internationale de la presse francophone, section Cameroun, accueille à Yaoundé le représentant
de Madame le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Tidiane Dio, qui était reçue ce mercredi en audience par le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Compte tenu de ces audiences, Daniel Menanga. La liberté de la presse comme elle se porte au Cameroun. Multiple et diversifiée, rappelle le ministre de la Communication. Il conteste par ailleurs le dernier classement du Cameroun par Reporters sans frontières, avec l'espoir que le chargé des programmes médias à l'Organisation internationale de la francophonie porte le message dans les grandes instances internationales. La secrétaire générale de la francophonie, Mme Michaëlle Jean, considère le Cameroun comme un pays extrêmement important dans le dispositif de la géopolitique de la francophonie sur le plan international mais aussi sur le plan africain. Nous sommes présents au Cameroun parce que les programmes médias que j'ai l'honneur de diriger ont toujours accordé une attention soutenue aux médias camerounais depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années. C'est un prélude à la Journée mondiale de la liberté de la presse. Tidiane Dio représente la secrétaire générale de l'OIF, invité par l'Union internationale de la presse francophone, section Cameroun. L'OIF partagera son expertise au cœur du symposium de ce jeudi 3 mai, la qualité du traitement de l'information en période électorale, en plein dans le mille. On retrouvera les journalistes de la presse francophone au Cameroun demain sur le terrain pour les manifestations marquant cette 25e journée mondiale de la liberté de la presse. La section camerounaise de l'Union internationale de la presse francophone organise en effet un symposium sur le thème de la qualité du traitement de l'information en période électorale. La cérémonie solennelle d'ouverture sera présidée par le ministre de la Communication à partir de 10h au Yaoundé Hilton Hotel. Et Kambi Briand célèbre 50 années de carrière. L'icône du Makossa est venue l'annoncer au directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, ce mercredi, ici à Mbaladeux. Du show en perspective donc, avec une exposition des attributs de scène de l'artiste et des concerts prévus à Yaoundé et à Douala. Au total, un mois de festivités avec la CRTV en appui, comme toujours. La gratitude de Kambi Briand à l'office dans ses propos recueillis par Steve Tchega Kembenge de CRTV News. Oui, ça souhaite merci beaucoup la CRTV d'accepter de m'accompagner dans cette fête, que ce soit une réelle fête, une grande fête, parce que c'est pas tous les jours qu'on peut fêter ces 50 ans, car c'est même une grâce. Donc je remercie beaucoup le DG de la CRTV et tous ses collaborateurs qui vont m'accompagner pendant tout ce périple, toute cette fête qui va durer un mois, à partir de l'exposition jusqu'au grand show. Je vous amène à présent à Istanbul, en Turquie, pour parler des toutes premières journées de coopération médicale entre le Cameroun et certains pays d'Afrique et la Turquie. Il s'agit là d'une initiative d'un groupe d'hôpitaux turcs pour permettre à ces pays du continent d'améliorer leur diagnostic dans le traitement des cancers, et ce, grâce aux technologies nouvelles. Voici les explications à ce sujet de l'envoyé spécial de la CRTV à Istanbul, Lucie Colette Avolo. Les dispositifs technologiques de pointe adoptés par les médecins de l'hôpital d'Acıbadem sont classés en deux grands groupes. Le premier concernant le diagnostic et utilisant les dernières générations de scanners et d'IRM, et le second s'intéressant au traitement radiologique des cancers, fait recours au Gamma Knife, une technologie de pointe qui permet les traitements neurochirurgicaux en radiothérapie sans intervention chirurgicale. Elles permettent au fait de concentrer le rayonnement sur les tissus malades, uniquement sur les tumeurs, en préservant les tissus sains qui sont aux alentours avec une précision millimétrique. Quand un patient rentre à l'intérieur de la machine Gamma Knife, cette machine va d'abord prendre en considération son IRM, sa carte tomographique aussi, avant de cibler les tissus tumorales qui peuvent être millimétriques. Ceci permet aussi de réduire le nombre de sessions, passant de 30 sessions, 24 sessions à 2 ou 3 sessions qui peuvent suffire à geler le développement de la tumeur à l'intérieur du cerveau ou partout dans le corps. Le patient, après le traitement, peut immédiatement quitter l'hôpital et rentrer chez lui et continuer sa vie.
Si le Gamma Knife a initialement été conçu pour les tumeurs neurologiques, différents autres types de cancers peuvent bénéficier de cette technique à condition d'être dépistés à un stade précoce. Cette note politique dans le journal, dans un communiqué de presse rendu public au terme de la réunion de son bureau politique lundi 30 avril, le parti politique Action pour la méritocratie et l'égalité des chances, AMEC, appelle à la mobilisation des compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur autour du chef de l'État Paul Biya pour la neutralisation, disais-je, des ennemis de la République, et ce, dans la perspective de la présidentielle à venir. C'est là l'unique urgence de l'heure, souligne le président national de la MEC, Joachim Tabioyono, Owono, disais-je, 2 fois candidat à l'élection présidentielle. C'était en 1997 et en 2011. Il est le signataire de ce communiqué de presse. Le zoo de Mvogbeti à Yaoundé est triste. Après le décès de la lionne Brenda, la belle bête était âgée de 8 années. Elle est morte d'une infection dont les responsables du zoo précisent qu'elle n'est pas contagieuse à l'homme. Florence Ngwangele. Robuste et belle, elle ne sera plus l'attraction des visiteurs du parc zoobotanique de Mvogbeti à Yaoundé. La maladie a eu raison de Brenda la lionne. L'animalier qui nous lit le lion, il m'a informé le soir que le comportement d'un lion n'est pas normal. Le vétérinaire a commencé le traitement. On a entré dedans parce qu'il était très faible, il ne peut pas bouger. On a sorti le sang. Avec ça, on a envoyé pour un laboratoire. Les analyses plus approfondies ont permis de comprendre la disparition de la lionne de 8 ans. Selon le résultat, il n'y a aucune infection. Après l'analyse, il y a certains éléments qui ont montré des valeurs abnormales. Cette valeur donc, nous donne l'indice des baisses de l'efficacité, du fonctionnement de certains organes principaux, comme le rein et le foie. Les informations recueillies sur place sont toutes aussi rassurantes pour les autres espèces vivant dans ce parc animalier que pour le personnel et les visiteurs. Le personnel de l'Agence de régulation des télécommunications sont aux côtés du top management pour le succès des réformes entamées. L'engagement a été scellé hier, 1er mai, autour des manifestations de la Fête internationale du travail. Manifestation conduite pour la toute première fois par le nouveau directeur général, Philémon Zozame. Augustin Bichoka. L'Agence de régulation des télécommunications n'a pas dérogé aux usages de mobilisation en cette 132e édition de la Fête du travail. Moment de communion entre le patronat, le personnel et le syndicat qui se sont retrouvés dans cette salle de fête de l'hôtel de ville pour échanger autour de l'engagement pour tous à œuvrer pour la réussite de l'ART, dirigée depuis 11 mois par le directeur général Philémon Zozame. C'est la présentation des équipes syndicales qui donne le ton de ces retrouvailles conviviales. Le personnel va écouter dans cette ambiance détendue le message du top management, l'invitant à plus d'engagement et de dévouement pour relever les défis de l'entreprise. Nous sommes mis au travail pour qu'on se donne un modèle de régulation dans ce secteur. Nous nous réjouissons aujourd'hui de ce que les opérateurs ont finalement accepté de revenir sur la table de négociation afin de signer leur avenant à la concession, à la convention de concession. Autre annonce forte, la poursuite des réformes permettant d'améliorer les conditions de travail du personnel. Nous avions 2 défis pour cette année. Le premier, c'était de stabiliser nos états financiers, de mieux les présenter. Le deuxième défi, c'était l'assainissement du fichier personnel. Ce travail est en cours. C'est sur cette base que nous allons donner à chaque personnel de l'ART sa propre identité dans l'entreprise. Nous avons décidé de mettre sur pied un
un comité qui va étudier doléance par doléance. La marche sportive de la veille, en matinée du 1er mai déjà, ce rassemblement puis la participation au défilé ont constitué un signal fort de cet engagement du personnel à soutenir l'ART afin d'assurer ses missions. La page des sports et la pression qui monte à Maroua à 2 jours du coup d'envoi des Jeux universitaires. Et c'est l'heure des derniers réglages, tant pour les organisateurs que pour les athlètes. Le gouverneur de la région, Midi Awa Bakari, visitait ainsi quelques-uns des stades dédiés à ces compétitions. Nous allons à Maroua pour constater cela avec Abdoulaziz Amadou sur place. La pression monte sur le campus de Kongola Jules Gouff Kodek à quelques heures de l'ouverture de la 21e édition des Jeux universitaires. Tout le monde travaille d'arrache-pied pour donner un cachet particulier à la cérémonie d'ouverture vendredi prochain. Selon le comité d'organisation locale, le rythme est bon et tout sera prêt le jour J. Les Jeux auront effectivement lieu ici au campus de Kongola. Les entreprises qui se plaignaient ont dû faire des enjambées, des bouchées doubles. Côté hébergement, aucune plainte n'a été jusqu'ici enregistrée. Les athlètes et leurs encadreurs se sont déjà bien acclimatés. Ils sont tous logés dans des espaces suffisamment vastes et décents. Chacun a un matelas, un seau à sa disposition. Plusieurs forages qui ont été ouverts et l'eau coule à profusion. Sur le plan sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises par les pouvoirs publics et les responsables des forces de défense et de sécurité pour mettre en déroute toute velléité de nuisance. Le génie militaire est à pied d'œuvre pour finir avec les tranchées. Mais déjà, la police, la gendarmerie, le BIR, tout ce que nous avons ici comme force, chacun est en train de jouer sa partition. De ce côté également, nous pouvons vous assurer qu'il n'y a aucune fausse note. Les dernières délégations, celles des universités de N'Djamena et de Bangor-Rochat, sont attendues à Maroua ce jeudi 3 mai 2018. Et ce sera beau, les Jeux universitaires. Jour de couronnement pour les sénateurs ce mercredi. Ils recevaient leurs attributs au Palais des Congrès de Yaoundé. Au terme du processus de validation de leur mandat, on a vu dans ce journal l'émotion et la joie et on a entendu leurs engagements à tenir tout au long de cette législature de 5 ans aux côtés du chef de l'État. Jour de fusion effective des personnels de la Camwater et de la défunte Camerounaise des Eaux. C'était ce mercredi à Douala, l'ensemble du personnel, au-delà de 1700 personnes dans ce bâtiment. Et puis c'était des jours meilleurs en perspective dans le journal pour la chefferie traditionnelle au Cameroun. Le dossier mettait en lumière le gouvernement qui travaille à la revalorisation du rôle de ces gardiens de la tradition. C'est la fin du 20h30, préparé avec la collaboration de Marie-Laurence Nké. D'autres informations pour vous, ce sera à minuit en compagnie de Nicole Doudou et de Baldwin Sama. Restez sur cette antenne immédiatement à Douala avec par ici le débat économique. Vous retrouverez Olivier Kingemoli et ses invités pour une réflexion sur le mouvement dans le secteur des finances au Cameroun. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Parce que c'est le chef qui connaît son peuple, qui connaît ses populations, qui connaît ses problèmes, qui peut les identifier facilement et les poser sur la table pour qu'on en débatte. Le travail abattu commence à porter des fruits. Dans plusieurs villages du Sud, les chefs traditionnels ont pris conscience du rôle qui est le leur dans l'encadrement des populations. La nouvelle réforme des chefferies traditionnelles fait des gardiens de la tradition des acteurs clés du développement local. À eux de se donner les moyens d'être à la hauteur des attentes.
La région de l'extrême nord, ce serait le paradis de ces acteurs sociaux. Les chefs ou l'amido jouent là-bas un rôle moteur dans les processus de développement local et dans le maintien de la paix sociale. Illustration à la chefferie supérieure Moufou de Mokon, c'est dans le Mayo de Sanaga où nous retrouvons notre reporter Job Nganadako. Dans ses attributs de gardien de la tradition, il est l'œil et l'oreille de l'État auprès de sa communauté. Mon rôle, c'est de jouer en tant que père du canton la stabilité et le développement de ce canton. Ici, à la chefferie supérieure Moufou de Mokon, de nombreuses actions sont menées au quotidien au profit de cette communauté, aussi bien pour impulser le développement local que pour la préservation de la paix sociale. Quand ma hiérarchie envoie ou demande quelque chose, quitte à moi de réunir aussi mes chefs de 3e degré et leur prodiguer des conseils par rapport à ce que la hiérarchie demande. Pour ces chefs traditionnels, le décret du président de la République, signé le 13 septembre 2013, leur attribuant une allocation mensuelle, est un motif d'encouragement. La reconnaissance des valeurs traditionnelles, matérialisée par la prise en compte des chefferies dans les compétences transférées aux communes, vient confirmer que le processus de décentralisation est en marche. Parlons encore décentralisation avec l'ouverture ce mercredi à l'IRIC à Yaoundé d'un séminaire international de 2 jours sur la coopération décentralisée en phase avec la vision de l'émergence du Cameroun en 2035. Le séminaire s'adresse aux magistrats municipaux. Il est organisé en collaboration avec l'Italie et le FEICOM. Le compte rendu de cette première journée, Alvin Giselze. Le processus de décentralisation est en marche au Cameroun. Le développement local ne peut plus se faire en autarcie. Cette plateforme croisée entre les acteurs du Sud et ceux du Nord vise à rendre plus porteuse l'action des collectivités territoriales décentralisées camerounaises. Nous sommes venus aujourd'hui pour voir ce que l'Italie également peut nous apporter à travers la ville de Padoue. Au niveau du département du Var, nous avons pu créer un syndicat de 9 communes pour nous permettre d'être plus forts. L'adjoint au maire en charge de la coopération décentralisée, Francesca Benciolini, dans sa leçon inaugurale, passe en revue leur modèle. Pour le maître d'œuvre du gouvernement en matière de décentralisation, ce séminaire international est une plus-value pour les élus locaux. Les questions de diplomatie relèvent de l'État. Il est donc bon que les uns et les autres sachent quelle est leur place. Le chemin est ainsi balisé pour les magistrats municipaux et étudiants, à chaque partie de la chaîne, de jouer sa partition. Annonçons la fin de la mission d'écoute sur le terrain du président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Peter Mafani Moussonga, était donc dans la région du Sud-Ouest en compagnie de tous les membres de la Commission et du secrétaire général. La mission entamée mardi 24 auprès de la République m'a renouvelé sa confiance. Je remercie mes électeurs de la Sanaga-Maritime et de tout le littoral qui ont permis à ce que notre liste, la liste du RDPC que je conduisais dans le littoral, gagne à 100%. C'est toujours une très grande émotion, hein. C'est une cérémonie dont la solennité n'a d'égal que l'importance. Après le port des attributs, place maintenant à l'action. Chaque sénateur a une claire idée du travail qui l'attend. Aujourd'hui, nous avons la chance de revenir à la 2e mandature. Nous n'avons plus le droit d'échouer parce que nous devons accompagner le chef de l'État vers l'émergence. Ce que nous n'avons pas pu achever comme travail lors de la première législature, j'espère que cette fois-ci, on va l'achever. Nous allons donc continuer à dire aux uns et aux autres que la paix doit régner au Cameroun à tous les prix. Les chantiers de la nouvelle législature sont immenses, mais l'action concertée de ces parlementaires et leur quête de l'intérêt général peuvent produire les résultats escomptés.
Ce mercredi était également une journée spéciale à la Camwater à Douala. La société vivait le tout premier jour de travail après la fin du contrat d'affermage de la Camerounaise des eaux. Premier défi de cette grande mutation, la gestion des ressources humaines, des personnels passés de 240 à 1700. L'ambiance ce matin à la Camwater, c'est un reportage de Léon Bertrand Tanefo à Douala. Les mouvements des véhicules dans le parking de la Camwater ce mercredi renseignaient déjà depuis l'extérieur sur les changements en cours dans l'entreprise. À l'intérieur, les employés déjà stabilisés effectuaient leurs premières tâches de la journée. Dans les couloirs, le transport des cartons pour une nouvelle installation préoccupe. Pour les anciens, pas grand-chose n'a changé. Ce matin, j'ai rencontré mes deux collègues. Nous étions des secrétaires. Nous nous sommes correctement embrassés en bas. Et elles m'ont dit, ton bureau c'est où? J'ai dit, quelque part. Et puis on a commencé à rire aux éclats parce que nous partons toutes bientôt. Ambiance de convivialité et de travail, également consignée dans le rapport du chef service du personnel. J'espère la sérénité parce que ce qui est visible aujourd'hui, c'est un travail qu'on a amorcé depuis quelques mois, qui se traduit par l'installation et puis la mise en place des nouveaux agents. Les anciens employés CDE prennent eux aussi le pouls de leur nouvelle structure d'accueil. Chacun a été installé dans un bureau. Et ce matin, nous avons assisté à la première réunion de coordination avec le directeur général. Donc, le travail a véritablement démarré. Déjà au travail, pour la continuité du service public de l'eau potable au Cameroun, les employés de la Camwater entendent bien relever le défi de la fourniture d'une eau de qualité et de manière continue. C'est la consternation ce mercredi dans la petite bourgade d'Aouaï, dans le département de la Mefoué à Famba. La saisie d'un important stock d'armes par la brigade de gendarmerie de la localité laisse les populations sans voix. Près de 8500 munitions et d'autres objets suspects retrouvés dans le domicile d'un gang de malfaiteurs. Récit de l'opération Samuel Maliki de CRTV Centre. Ils sont 5 présumés malfaiteurs à avoir été interpellés par les éléments de la brigade de gendarmerie d'Aouaï, appuyés par leurs camarades de l'armée de terre. J'ai saisi mes archives, mais on m'a dit que les gens c'est là coupent le plan tout le jour et nuit. Tout le jour et nuit. Bon, Dieu les a appuyés. Notre conteneur a été attaqué sur la plateforme par des personnes inconnues. Voilà comment naît la mission et voir le succès que vous avez constaté. Le conteneur retrouvé dans un domicile privé contient, excusez du peu, 8430 munitions, des coupe-coupes, des lances, un groupe électrogène, 2 chaînes de grande portée, plusieurs bidons d'huile, bicyclettes, cartons de savon et des couches jetables. En attendant les enquêtes, ces malfrats ont été mis aux arrêts et transférés dans la prison principale de Fou, dans la Mefoué à Famba, où ils attendent répondre de leurs actes. Ouvrant le dossier du 20h30 qui vole au secours de la chefferie traditionnelle en perte de vitesse, notamment dans les régions centre, sud et est. Pourtant, concluant le conseil de cabinet du mois d'avril, le Premier ministre chef du gouvernement a bien prescrit, entre autres, la revalorisation des chefferies traditionnelles et leur intégration dans les processus de développement. Et c'était à juste titre. Si l'autorité traditionnelle garde toute sa légitimité dans le septentrion, dans les Grassfields et à la côte, ailleurs, la chefferie est dévoyée, dépouillée de son aura. Comment redorer le blason des chefs? Voici le regard croisé des experts et des concernés dans cette enquête de Oswald Modon. Son image au fil des ans a été écornée, pas qu'un peu. Le chef traditionnel dans le centre sud et est a perdu de sa superbe. Conséquence logique d'un héritage mal maîtrisé et d'un comportement qui ne l'honore pas toujours. Cette chefferie-là est une introduction coloniale. C'est quelque chose qui n'avait pas pignon sur rue. À la base, on fonctionnait ici avec un pouvoir de type diffus. Et il faut ajouter à cela la modernité. Le chef doit avoir un peu de moyens, éviter de se faire entraîner dans les débits de boissons n'importe comment et chercher à être un homme légaliste.
Les dépositaires du pouvoir ancestral se recrutent désormais dans les hautes sphères de l'administration, de quoi fragiliser davantage une légitimité souvent querellée. Aujourd'hui, nous demandons simplement qu'il y ait une mobilisation, donc que les gens se regroupent derrière leur chef. Il faut agir pour changer la donne. La préservation de la culture et de nos traditions passe par là. Le chef doit aussi redevenir cet auxiliaire de l'administration dans les faits et voire plus. Il y a certains dossiers que l'administration doit laisser gérer l'autorité traditionnelle. Une des possibilités pourrait être aujourd'hui d'avoir des collectivités territoriales à régime spécial qui ne sont pas, où on a peut-être les chefferies de premier ou de deuxième degré qui sont érigées en réalité en collectivité à la faveur de la décentralisation. La thérapie est donc connue. Reste plus qu'à l'administrer à ce patient qui en a plus que jamais besoin pour redorer un blason depuis longtemps terni. Le gouvernement travaille donc à redonner ces lettres de noblesse à la chefferie traditionnelle. Des salaires ont été institués pour les chefs du premier, deuxième et troisième degré, des gardiens du temple qui ont également leur place désormais dans la gestion des collectivités territoriales décentralisées. Des réformes accueillies favorablement dans la région du Sud. Confirmation dans ce reportage de Charles Abessolo. Oba à Ebolova. Dans le Sud, les chefs traditionnels sont sur les pas des grands leaders coutumiers, des hommes dont le charisme et la clairvoyance ont permis de développer leur communauté. Leurs successeurs essayent de faire autant. Le cas de cette chefferie de Ngonbok, à 35 km de Bolova. La génération d'aujourd'hui n'a pas eu l'avantage, la possibilité d'avoir les mêmes chefs. Pour une première raison, ils n'ont pas été bien choisis. Parce qu'à un moment, l'administration est venue nous imposer ses chefs. Un vrai chef est celui qui est l'émanation de son peuple. Restaurer le pouvoir ancestral et mettre les populations au centre des préoccupations, les défis de la chefferie traditionnelle dans le Sud à l'ère de la décentralisation. En réalité, le chef a un rôle prioritaire à jouer. Les populations de Boya notamment va s'étendre ensuite sur l'ensemble du territoire national. L'objectif principal est de collecter toutes les informations susceptibles d'aider la Commission à établir un état des lieux et un plan stratégique sur la pratique du bilinguisme, du multiculturalisme et du vivre ensemble au Cameroun. La grande enquête du journal, nous restons dans le sillage de la fête internationale du travail et focus ce soir sur l'assurance volontaire, celle-là même destinée aux travailleurs du secteur informel. Conformément aux instructions du Premier ministre, chef du gouvernement, données en 2014, le dossier avance et les réformes à ce jour annoncent à la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, près de 207 000 inscrits. Une suite favorable a été réservée à près de 165 000 de ces dossiers. Nous faisons le point de cette opération dans cette grande enquête que signe Irène Njanafuda. L'assurance volontaire est venue au monde du travail relevant du secteur informel par un décret du Premier ministre en date du 13 août 2014 pour conférer le statut d'assuré social à ceux qui mènent des activités génératrices de revenus ou qui vivent de la débrouillardise. Le dossier piloté par la Caisse nationale de prévoyance sociale s'étoffe au fil des jours. Nous avons enregistré 207 000. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont eu leur contrat validé, ils sont de 164 872 assurés sur l'étendue du territoire. Les professions libérales ainsi que tous les travailleurs du secteur informel sont les bienvenus à condition de respecter les modalités pratiques. Il produit juste la photocopie de sa carte nationale d'identité et il remplit la demande sur imprimé CNPS conçu à cet effet. Chaque assuré volontaire choisit sa périodicité. Le montant va de 3 046 francs, c'est-à-dire l'équivalent du SMIC au Cameroun, 36 270 francs. Le montant de celui qui a choisi le plafond, 750 000 est de 63 000 francs par mois. Le secteur informel fait l'objet de tant de convoitises, mais il faut tenir compte des contraintes émanant de ces hommes et femmes à qui on tend la perche. Celui-là va vous dire que moi je ne suis pas capable de payer 3 000. Par contre, si vous venez, je peux payer 200 francs par jour. La tâche reste ardue. Il faut baliser le chemin pour lever les pesanteurs.
Il y en a qui suggèrent même la transformation de l'assurance volontaire, du paiement de l'assurance volontaire en taxes. Ils aimeraient que ce soit converti sous forme de taxes aux impôts quand ils payent leur impôt libératoire qu'on prélève déjà. L'assurance volontaire apparaît donc comme une épargne forcée pour assurer le bonheur des vieux jours. Et demain, la journée mondiale de la liberté de la presse, le thème retenu cette année, médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir. Pour marquer l'événement, l'Union internationale de la presse francophone, section Cameroun, accueille à Yaoundé le représentant de Madame le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Tidiane Dio, qui était reçue ce mercredi en audience par le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Compte tenu de ces audiences, Daniel Menanga. La liberté de la presse comme elle se porte au Cameroun, multiple et diversifiée, rappelle le ministre de la Communication. Il conteste par ailleurs le dernier classement du Cameroun par Reporters sans frontières, avec l'espoir que le chargé des programmes médias à l'Organisation internationale de la francophonie porte le message dans les grandes instances internationales. La secrétaire générale de la francophonie, Mme Michaël Jean, considère le Cameroun Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 2 mai 2018, voici la une du journal. Jour de couronnement pour les sénateurs, ils recevaient leurs attributs ce mercredi au Palais des Congrès de Yaoundé au terme du processus de validation de leur mandat. Cérémonie à vivre dans un instant. Jour de fusion effective des personnels de la Camwater et de la défunte camerounaise des eaux ce mercredi à Douala. Nous irons vivre l'ambiance de cet afflux des effectifs nouveaux avec nos correspondants permanents. Des jours meilleurs en perspective pour la chefferie traditionnelle au Cameroun. Le gouvernement travaille à la revalorisation du rôle de ces gardiens de la tradition. État des lieux et projections, ce sera le dossier du journal. Voilà pour les titres. Ils sont désormais pleinement sénateurs. Les 100 membres de la Chambre haute du Parlement arborent maintenant fièrement leurs attributs reçus ce mercredi au Palais des Congrès. Une écharpe, une cocarde et un insigne, confirmation de la validité de leur mandat consacré un peu plus tôt dans la matinée. Le film de cet épilogue, Richard Talatodem. Les 4 commissions mises sur pied pour vérifier les incompatibilités de la fonction de sénateur avec d'autres fonctions ont rendu leur copie au cours d'une séance plénière présidée par le doyen d'âge Chief Victor Moukete. Les incompatibilités de 16 sénateurs ont été vérifiées et réglées. Le Palais des Congrès s'est donc transformé en un lieu de fête. Dans la salle, des membres du gouvernement, le corps diplomatique, des chefs traditionnels et de nombreux amis et connaissances des heureux du jour. Les sénateurs prennent place avec devant eux une boîte contenant une écharpe tricolore, une cocarde tricolore et un insigne. Et quand le doyen d'âge, Chief Victor Moukete, félicite et remercie les commissions pour la sérénité pendant leurs travaux, on est toutes oui pour la suite. Chief Moukete demande alors aux sénateurs de porter leurs attributs. Les anciens sont à l'aise, les nouveaux, très émotionnés, ont besoin d'assistance. Au finish, tous arborent leurs attributs de sénateurs dans la joie et ils ont conscience de leur signification. Dès aujourd'hui, on a maintenant l'autorité du législateur. On doit se comporter à une manière comme vraiment les gens qui peuvent montrer la vie exemplaire. Le tout s'achève ainsi. Ils peuvent désormais exercer comme sénateurs et pour une fois, l'habit devrait faire le moine. La joie et l'émotion visibles donc sur les visages cet après-midi au Palais des Congrès. Une fierté légitime après le processus de validation et ce depuis le scrutin jusqu'au couronnement de ce jour. Notre reporter Eugène B a recueilli quelques réactions de sénateurs nouveaux et anciens. Écoutez plutôt. Ils ont tous le cœur net et arborent fièrement leurs attributs.
Les sénateurs de cette deuxième législature peuvent désormais exercer en toute sérénité leur mandat après le passage par le moule de la commission de vérification des incompatibilités. Leur joie est donc toute légitime. Je suis très fier d'arborer cette écharpe qui est un symbole fort par rapport à ma camerounité, par rapport à ma responsabilité vis-à-vis de mon pays qu'est le Cameroun, et qui n'est pas interchangeable. Mon émotion est très grande. Je remercie infiniment le président de